Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le mea culpa de Jean-Paul II en la basilique Saint-Pierre de Rome fait sans précédent. Le Saint-Père demande pardon au monde pour les fautes commises par l'Église durant les 2000 ans de christianisme. Après des agressions en série à la SNCF, trafic perturbé ou paralysé, mouvement de grève reconduit à Clermont-Ferrand, ça roule à nouveau à la gare Saint-Lazare. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie jugera demain l'un des responsables du terrible massacre de Srebrenica en juillet 1995, l'un des plus effroyables depuis la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers de personnes décimées. Cinéma avec Personne n'est parfait, Robert De Niro dans le rôle d'un paralysé à la rencontre d'un artiste travesti, une tragicomédie signée Joël Schumacher. Jamais encore l'Église catholique, à travers la voix de son plus haut représentant, n'avait demandé pardon aussi clairement pour les fautes commises au cours des 2000 ans de christianisme. Ce matin, en la basilique Saint-Pierre, lors d'une cérémonie grandiose, Jean-Paul II, portant sur les épaules les péchés du passé, a prononcé ses mea culpa solennels, incluant les violences de l'Inquisition jusqu'au coupable silence à l'égard des Juifs, sans pour autant mentionner explicitement la Shoah. Isabelle Stess. C'est revêtu de la chasuble violette, la couleur de la pénitence, que Jean-Paul II se dirige en lente procession vers l'autel de la confession au cœur de la basilique Saint-Pierre pour accomplir un des gestes les plus forts de son pontificat. Car si Jean-Paul II a déjà demandé pardon une centaine de fois, jamais, dans un acte solennel, un pape n'a confessé l'ensemble des fautes commises par l'Église en 2000 ans d'histoire. Au cours d'une liturgie spécialement conçue pour l'événement, 7 péchés sont formulés à tour de rôle par des cardinaux. À chaque confession, une bougie est allumée et Jean-Paul II invoque le pardon de Dieu. Le pardon pour la division des chrétiens, la violence des croisades, l'Inquisition, l'esclavage. Le pardon enfin pour le mépris, l'hostilité ou les silences coupables de l'Église à l'égard des Juifs. Plus jamais, dira Jean-Paul II, avant d'embrasser le crucifix en signe de pénitence. Ce n'est pas un acte ponctuel et c'est fini. C'est un commencement qui doit, comme tout commencement, se poursuivre, s'approfondir, nous engager vers une nouvelle attitude. Par cet acte hautement symbolique, Jean-Paul II souhaitait ainsi marquer l'année jubilaire, en conviant tous les chrétiens à un vaste examen de conscience. Une confession publique à laquelle s'étaient associés de nombreux fidèles ce matin sur la place Saint-Pierre. Il y a 3 ans, les évêques de France avaient été les premiers à demander pardon devant la communauté juive pour le silence de l'Église durant le régime de Vichy. Mais les démarches de repentance ne sont pas toujours très bien comprises au sein même de l'Église catholique. Ainsi, certains parlent d'auto-flagellation publique et de nombreux fidèles acceptent mal de demander pardon aujourd'hui pour des fautes commises par d'autres dans le passé. Voyons à présent comment les différentes communautés religieuses ont réagi en France à ces actes de contrition du Saint-Père. L'exemple à Lyon où les catholiques, à peu près dans leur ensemble, ont suivi le mea culpa papal. En revanche, certains représentants de la communauté juive sont plus réservés, attendant un geste supplémentaire de Jean-Paul II lors de son prochain voyage en Terre Sainte, prévu dans une dizaine de jours. Virginie Fichet, Thierry Simonet. Aujourd'hui, en ce jour, l'Église nous invite à demander pardon pour tout ce qui, dans son histoire, n'a pas été en conformité avec l'esprit du Christ. Cela ne peut que la faire grandir. L'Église qui plaide coupable face à 2000 ans d'histoire chrétienne, l'événement occupait largement les sermons dominicaux. Dans les rangs catholiques, le mea culpa papal est un acte lourd de sens. Que l'Église puisse faire la relecture de son histoire, je trouve que c'est très important. C'est un acte d'humilité aussi, hein, parce que pour reconnaître son péché, c'est quand même difficile. Je crois que dans le cadre notamment des relations œcuméniques qui sont de plus en plus développées, c'est une bonne chose. Il était sain que l'Église accepte les erreurs qu'elle a pu commettre. Si jamais personne ne fait le premier pas, la guerre des religions, enfin, entre guillemets, la guerre des religions ne cessera jamais, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Cet acte de contrition de l'Église doit aussi pour certains servir d'exemple. En prêchant le pardon, Jean-Paul II lance un appel universel. Si l'Église
promeut aujourd'hui ce pardon, c'est pas simplement interne à l'Église, c'est pour que tous les hommes puissent peut-être vivre davantage cette tolérance, quoi. Au sein de la rédaction de la revue Goliath, les catholiques se montrent plus critiques. Le magazine chrétien pointe du doigt les faiblesses de cette grande confession publique. Même si la volonté est louable, le regret du passé ne suffit pas. Je dirais que le silence de l'Église catholique aujourd'hui, que ce soit l'Église locale ou le Vatican par rapport à ce qui se passe en Autriche, pose quand même de graves questions. Et je me demande ce qu'il en est du statut d'une repentance par rapport à la Shoah, par rapport à l'antisémitisme, si aujourd'hui on n'est pas à même d'avoir un regard critique sur Jörg Haider. La communauté juive, pour sa part, regrette qu'aucune mention explicite de l'Holocauste ne figure dans le texte. Maintenant, elle attend que des faits concrets succèdent aux remords. Dans cette perspective, nous attendons des gestes forts. Je suis persuadé que cette déclaration sera l'hirondelle qui annonce le printemps. Et c'est précisément cette espérance qui nous habite de voir un monde réconcilié et pacifié. La visite de Jean-Paul II en Israël, prévue à la fin du mois, permettra peut-être de mettre à l'épreuve cette nouvelle communion d'esprit. L'Ukraine endeuillée après la catastrophe minière qui s'est produite hier à l'est du pays. Un coup de grisou à 700 mètres de profondeur a tué 80 mineurs dont les corps ont été remontés un par quelques centaines de secouristes à pied d'œuvre depuis l'explosion. Ce drame souligne une nouvelle fois la situation périlleuse de cette industrie houillère, ponctuée année après année par de semblables catastrophes et qui continue d'employer en Ukraine près de 600 000 mineurs. Gilles Rabine. Une liste froide, administrative, de 80 noms sur 2 pages. Aucun responsable n'a pris la peine ou n'a eu le courage de se déplacer pour venir leur confirmer la mort d'un mari ou d'un fils. Je savais que cela arriverait, je ne voulais pas qu'ils descendent à la mine. Elles vivaient dans la pauvreté, elles vont connaître la misère. La mine, qui paye les salaires avec plusieurs mois de retard, ne sera pas en mesure d'assurer les pensions. À la remontée, les hommes se taisent. Chaque année en Ukraine, 300 mineurs meurent au fond, presque un par jour. L'accident, c'est leur quotidien. Cette catastrophe-là était prévisible. Les mines ne sont pas rentables, le charbon est vendu en dessous de son prix de revient, l'État n'investit plus et les équipements ne sont plus remplacés depuis longtemps. Un par un, les corps ont été remontés du fond de la mine, 80 corps de mineurs, asphyxiés, brûlés vifs ou morts écrasés dans l'effondrement des galeries. Le plus jeune n'avait que 19 ans. Une par une, les familles sont venues reconnaître les corps. Les funérailles seront célébrées demain, qui sera jour de deuil national en Ukraine. À Madagascar, l'heure des premiers bilans après le cyclone et les inondations qui ont été suivies par le passage d'une tempête tropicale. Moins d'une semaine après, l'organisation des secours tarde à se mettre en place. Routes coupées, zones encore isolées où les habitants attendent toujours eau potable et nourriture. 137 personnes ont trouvé la mort selon le dernier bilan officiel. Un bilan provisoire puisque de nombreuses zones sont encore inaccessibles et l'on craint désormais l'arrivée du choléra. En France, mouvement de grève à la SNCF après ces agressions en série dans plusieurs régions de France ces dernières 24 heures. À Clermont-Ferrand, les contrôleurs reconduisent leur mouvement jusqu'à demain matin 10 heures. Trafic perturbé en Savoie. Quant à la gare Saint-Lazare, le travail a repris progressivement en début d'après-midi après avoir été totalement paralysé. Joël Briandet. 18h gare Saint-Lazare, voici un des premiers trains de la journée. Le trafic a en effet repris progressivement vers la banlieue ouest et nord-ouest de Paris. La grève avait été déclenchée aussitôt après l'annonce d'une nouvelle agression la nuit dernière en gare de Neuville-Université. Un conducteur et 2 passagers ont passé quelques heures à l'hôpital de Cergy-Pontoise. Ce matin, les syndicats ont aussitôt réagi. Ce qu'on demande, nous, c'est l'accompagnement de tous les derniers trains. Et dans la journée, des trains à problème. On les connaît, ces trains, ils sont ciblés. C'est toujours sur ces trains qu'il y a des problèmes. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment un engagement de la direction d'accompagnement de tous ces trains-là. Dans la région de Clermont-Ferrand, en revanche, le trafic n'a pas repris. Ici, ce sont les contrôleurs qui ont déclenché une grève surprise, après là aussi une agression. Cet après-midi, la direction de la SNCF a proposé aux syndicats le renfort d'un 3e agent sur les trains. Si nous étions sûrs qu'il suffisait de 3 agents dans les trains pour qu'il n'y ait jamais de difficulté, nous l'aurions fait depuis longtemps. Néanmoins, parce que je crois qu'il y a un gros traumatisme dans la population cheminote, après cette agression, nous avons décidé de le faire à partir de demain, de ce soir, même dès ce soir. Enfin, une partie des contrôleurs de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Isère ont eux aussi cessé le travail, toujours pour les mêmes raisons.
Au total, 3 agressions qui semblent venir confirmer les mauvais chiffres publiés il y a quelques jours par la SNCF. L'année dernière en France, les agressions sur les voyageurs ont augmenté de 20%. À quelques jours de la fin de la trêve hivernale, les expulsions vont reprendre à partir du 15 mars prochain. On estime aujourd'hui en France que les tribunaux prononcent près de 100 000 jugements chaque année. À Paris cet après-midi, manifestation de quelques centaines de personnes contre les expulsions sans relogement. Patricia Charnelet, Bernie Mériot. Le rassemblement était plutôt joyeux, pourtant la plupart des familles présentes cet après-midi vivent des situations difficiles. Année après année, les militants du DAL réclament l'arrêt des expulsions et l'application de la loi sur les réquisitions des logements vides. Manifestation après manifestation, ces demandes sont sans cesse réitérées. Parce que depuis des années, le logement ne s'est pas amélioré en France, que le gouvernement n'a pas réquisitionné un seul des 300 000 appartements vides à Paris, qu'il n'a pas construit les logements sociaux qu'il avait promis, et que la seule manière de le faire céder, c'est des manifestations comme celle-ci, qui concernent en particulier les plus pauvres des gens de la région parisienne. Rachida doit quitter son 2 pièces du 18e arrondissement à la fin du mois. Elle vient de recevoir son ordre d'expulsion, l'aboutissement d'un long conflit avec sa propriétaire. Aujourd'hui, Rachida pourrait payer un nouveau loyer, mais son isolement et sa situation financière précaire font peur aux loueurs. Trouver des appartements, mais ils demandent beaucoup de choses. Il faut un garant, il faut que vous touchiez 30 000 francs, il faut ça, mais... Les gens, je crois qu'ils exagèrent. À l'exemple de Rachida, des milliers de familles sont aujourd'hui très inquiètes car chaque année, près de 5000 d'entre elles sont bien expulsées. Politique française avec chez nos confrères d'RTL Le Monde, Robert Hue qui s'exprimait à 10 jours du 30e congrès du Parti communiste. L'occasion de donner de la voix, notamment sur un sujet sur lequel on a peu l'habitude de l'entendre. Robert Hue, avant la grande manifestation des enseignants de jeudi prochain, s'en est pris à la politique de Claude Allègre. Nous l'écoutons. Il n'est pas possible, et je le dis à Claude Allègre, de continuer comme ça. Il n'est pas possible de continuer à dire que l'école doit s'améliorer à moyens constants. Non, il y a des difficultés que les Françaises et les Français voient dans le domaine de l'école. Il faut mettre des moyens supplémentaires. Et quand on met des moyens supplémentaires, il ne faut pas attendre qu'il y ait forcément des blocages, qu'il y ait cette colère. Je crois qu'il faut que le gouvernement, que Lionel Jospin prenne l'initiative d'un printemps populaire pour toute une série de catégories. 34 millions d'électeurs appelés aujourd'hui en Espagne pour désigner députés et sénateurs qui auront pour tâche ensuite de reconduire ou non le chef du gouvernement. En fin d'après-midi, la participation était légèrement inférieure à celle de 96, soit 55,87%. D'après les premières estimations qui nous parviennent à l'instant, le Parti populaire de José María Aznar devance largement les socialistes, mais n'obtient pas la majorité absolue à la Chambre, selon les sondages de la télévision espagnole. Le parti de José María Aznar, dopé par les excellents résultats économiques de ces dernières années, devancerait donc le parti de Joaquim Almunia. Au Maroc, manifestation et contre-manifestation, l'une à Rabat pour soutenir un projet gouvernemental accordant de nouveaux droits aux femmes et l'autre à Casablanca où les islamistes, pour ce premier rassemblement autorisé depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI, les islamistes ont dénoncé ce plan d'intégration imposé selon eux par l'Occident. Une mobilisation importante pour affirmer ces deux conceptions radicalement différentes de la société à venir. Alain Chalfant. Stop à la violence. La violence contre les femmes, la violence juridique. Elles étaient quelques dizaines de milliers, entre 15 et 80 000 selon les estimations, à manifester aujourd'hui à Rabat pour un changement du code du statut personnel marocain inspiré par la tradition islamique. Un statut qui prévoit notamment la polygamie. Elles étaient en majorité tête nue, vêtues à l'occidentale. À 200 km de là, Casablanca, autre manifestation, autre style. Les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, et le voile est de rigueur. Ce sont les traditionalistes, les islamistes, les partisans du statu quo. Ils étaient entre 60 et 500 000 selon les estimations.
Le débat est vif au Maroc depuis que le gouvernement de gauche, dirigé par Abderrahmane Yousoufi, a publié il y a un an un projet d'évolution de ce statut personnel, donnant plus de droits aux femmes sur les plans juridiques et économiques. Un sujet ultra sensible qui devrait être tranché par le nouveau roi Mohamed VI en sa qualité de commandeur des croyants. Demain, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie entamera le premier procès d'un des responsables du massacre de Srebrenica, où la folie meurtrière et le nettoyage ethnique ont décimé plusieurs milliers de personnes. C'est le général serbe Krstić qui devra répondre de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Cet homme de 52 ans était, selon l'acte d'accusation, animé de l'intention d'anéantir une partie de la population musulmane bosniaque. Mais dans le box des accusés, manqueront cruellement les deux principaux responsables officiellement inculpés pour les mêmes faits, les leaders serbes de Bosnie, Mladic et Karadzic, toujours en liberté. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgo et Patrick Deschmecker, sont retournés à Srebrenica, où s'est donc déroulé en juillet 1995, comme le dit Kofi Annan, cette tragédie qui entera à jamais notre histoire. Ça se voit que ce sont des civils. Dans ces sacs, il n'y a pas un seul uniforme. Borislav est le gardien des morts de Srebrenica. Dans ce tunnel sont entassés 2000 sacs de plastique blanc, 2000 corps, enfin ce qu'il en reste aujourd'hui, des ossements et des vêtements. Des cadavres conservés ici pour témoigner de ce que fut le massacre de Srebrenica. C'était pendant la guerre de Bosnie, en juillet 1995. Ils avaient promis de protéger notre peuple. L'ONU l'avait promis. Alors pourquoi n'ont-ils pas ordonné des frappes aériennes contre les Serbes? C'était le 11 juillet 1995. Lors d'une offensive des forces serbes sur Srebrenica, les casques bleus se révèlent incapables de protéger la population musulmane. À l'époque, Srebrenica est l'une des 6 zones de sécurité de Bosnie placées sous la protection des Nations Unies. J'ai perdu mes 3 fils, mon mari et mon frère. Maintenant, je suis toute seule, je n'ai plus personne. Au cœur de l'été 95, des milliers de femmes et d'enfants prennent la fuite. Leurs maris, leurs fils, leurs frères sont systématiquement séparés d'elles. En moins d'une semaine, plus de 7000 hommes seront exécutés. À ce jour, 2000 corps ont été exhumés des fosses communes autour de Srebrenica. Les autres sont introuvables. Ce serait un soulagement si je pouvais retrouver les restes de mon mari. Je viendrais sur sa tombe une fois par semaine, je me dirais voilà, c'est lui, il est là. À ce deuil impossible s'ajoute la souffrance de ne plus pouvoir vivre à Srebrenica. Église orthodoxe rénovée, mosquée dynamitée, Srebrenica est aujourd'hui serbe à 100%. On est ici entre soi, entre chrétiens orthodoxes, et l'on est amnésique sur ce qui est arrivé en juillet 1995. Non, vraiment ici, je ne pense pas que tout ça soit arrivé. Pour encourager la réconciliation entre les uns et les autres, il est aujourd'hui interdit en Bosnie d'enseigner l'histoire récente aux élèves. Dans quelques années, peut-être, ces petits Serbes apprendront pourtant qu'ici fut commis le plus grand massacre en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est demain que s'ouvrira en Saône-et-Loire le procès d'un vaste réseau pédophile où comparaîtront 61 personnes. L'explosion d'Internet un peu partout dans le monde inquiète au point que le FBI, devant l'ampleur du phénomène, a créé un service spécialisé où les agents se font passer pour des enfants pour confondre les criminels. Notre correspondant permanent aux États-Unis, Étienne Lennart. Depuis 2 ans, dans ce petit pavillon d'une banlieue de Houston, Sherry Glover et sa fille tentent d'oublier. Folle d'Internet, Kate avait 12 ans lorsque, dans un de ces forums de discussion appelés chats, elle rencontra, si l'on peut dire, un certain Charlie. Lui disait avoir 16 ans. On discutait simplement de ce qui se passe dans la société,
de ce qui se passe à l'école ou de ce qui se passe en ville. Ils étaient amoureux, ils voulaient se marier. Vous savez, j'ai pensé, elle a 12 ans, ça ne durera pas. Alors j'ai laissé faire. En plus, lui, il est tellement loin, rien ne peut se passer. Charlie n'avait pas 16 mais 36 ans. Marié, père de 4 enfants, il est aujourd'hui en prison. Dans son agenda, la police retrouvera des photos de Kate nue qu'elle avait accepté de prendre d'elle-même dans le secret de sa chambre. Les parents se disent, à la maison, rien ne peut arriver aux enfants. Il n'y a pas d'alcool, pas de drogue, pas d'armes, ils ne peuvent pas tomber enceintes, ils ne peuvent pas attraper le sida. Ils croient que sous leur toit, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Les risques sont d'autant plus grands qu'enfants et adolescents peuvent parfois se retrouver sur des sites inattendus. Whitehouse.gov par exemple est le site officiel de la Maison Blanche. Mais si par mégarde l'on tape whitehouse.com, on se retrouve sur un site pornographique. Depuis 4 ans, de jour comme de nuit, une unité spécialisée du FBI traque les pédophiles. Des inspecteurs comme Michael se font passer pour des enfants et tentent d'organiser des rendez-vous pour confondre les criminels. N'imaginez pas que ce sont de vieux sadiques qui traînent dans les parcs. En général, ce sont des docteurs, des avocats. Il nous est arrivé d'arrêter un policier, des conducteurs de bus, des instituteurs. C'est vraiment effrayant. Ce travail qui exige des policiers une connaissance parfaite du langage utilisé par les enfants commence à payer. Depuis 3 ans, plus de 400 pédophiles naviguant sur Internet ont été arrêtés et condamnés aux États-Unis. Venons-en au reste de l'actualité en France. Toute la ville en parle et n'en finit pas de s'interroger. Fallait-il laisser sur le célèbre parvis de la cathédrale d'Amiens se construire un immeuble? Certains crient au sacrilège. Marianne Mas, Dominique Mas. Tout juste sortie d'une toilette de plusieurs années, la cathédrale d'Amiens s'offre enfin au regard. Un chef-d'œuvre du gothique qui force le respect. Depuis quelques semaines, sur son parvis, tout le monde lève les yeux au ciel. Le modernisme, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Le modernisme dont on parle, c'est par là, une opération immobilière qui sort de terre et qui enflamme la polémique. C'est absolument désastreux d'avoir fait ça. Toujours difficile à dire quand c'est en construction. Mais une fois que c'est fini, c'est trop tard. Désastre culturel, imbécilité architecturale. Pour les détracteurs du projet, cette construction est un attentat au patrimoine mondial. Cette cathédrale n'appartient pas aux Amiénois, elle appartient au monde entier et à tous les amoureux du gothique. Donc par conséquent, nous trouvons que c'est scandaleux d'avoir mis un immeuble moderne, quel qu'il soit, dans cette vue exceptionnelle. En plus de la pollution visuelle, l'association dénonce l'opération immobilière réalisée par la ville qui a vendu du domaine public à des fins de logement privé. Moi, je voudrais voir la tête des Parisiens si on construisait au rond-point des Champs-Élysées, en plein milieu du rond-point, à 15 mètres de l'Arc de Triomphe, un grand immeuble. Le projet a quand même reçu l'aval du ministère, de la Commission supérieure des sites et a fait l'objet de longs débats en conseil municipal. Pour le maire, la contestation arrive un peu tard. On y vient, la polémique a du mal à rester apolitique. Il y a eu une enquête d'utilité publique et donc ceux qui ne sont pas ou ceux qui se disent non informés sont véritablement ceux qui ont fermé les yeux, qui se sont bouchés les oreilles et qui ne se sont jamais intéressés à la cathédrale. La municipalité demande à être jugée sur pièce, fin des travaux prévus cet été. Après les tempêtes de décembre dernier qui ont dévasté la plupart des forêts françaises, la question est maintenant de savoir comment reboiser et à quel coût et pour quel résultat. L'exemple du Puy-de-Dôme où en 1982, après une tornade semblable, la nature a repris ses droits. Fanny Auvergne, Christian Gallet. Des pins, des épicéas, des sapins à perte de vue, tous debout. Et pourtant, il y a seulement 20 ans, ce bois du Puy-de-Dôme offrait le même spectacle que la plupart des forêts françaises aujourd'hui. En 1982, une tempête avait déraciné plus de 7000 arbres. Il y a 20 ans, le forestier à cet endroit-là, c'était le tremblement de terre. C'était, oh là là, tout est parti. 22 000 m3, 60 hectares, c'était... on n'y arrivera jamais. Après la consternation des premiers mois, il a fallu agir et décider comment reboiser. Cette équipe de l'ONF tente alors une expérience. Replanter artificiellement la moitié de la forêt et laisser l'autre partie repousser naturellement.
quand tout est renversé, dire bah là on fait rien, on laisse la nature se débrouiller toute seule et ça va marcher. C'est vrai que pratiquement 20 ans après, c'est facile de dire bah regardez, ça marche, mais sur le coup, c'était pas forcément évident. Une méthode naturelle qui donne donc des résultats comparables à la méthode artificielle. Dans ces sous-bois, les arbres ont déposé des milliers de graines. Il suffit de laisser la nature les disperser où bon lui semble. Ce serait, à mon avis, un criminel ou un sacrilège que d'aller mettre un coup de pioche parmi ces semis pour aller planter un autre arbre. Mais cette méthode n'est pas réalisable sur tous les sols. À une centaine de mètres de la première forêt, une zone totalement dévastée en décembre dernier. Ici, le diagnostic est sans appel. Les arbres renversés sont très très nombreux. Ils sont même hachés menus. Dessous, il y a très peu de régénération naturelle, il y a très peu de semis. Donc là, il va falloir passer à la plantation. Coût de ce reboisement jusqu'à 17 000 francs par hectare. Un argument de plus pour laisser la nature agir gratuitement quand cela est possible. En Savoie, comme chaque année, la Pierramanta, la plus dure compétition au monde de ski alpinisme, est l'occasion de voir une foule étonnante envahir les sommets. Alexandre Cara, Laurent Chemla. C'est une formidable photo de famille, de celles qui rendent un après-midi à la montagne inoubliable. Ils sont plusieurs milliers à 2700 mètres d'altitude, venus applaudir les concurrents de la Pierramenta. Une compétition de ski alpinisme qui, avant d'être un exploit sportif, est d'abord une aventure humaine à jouer en duo. Alors, il faut s'encourager. Oh, c'est des petits mots, bien sûr, c'est pas les grands discours, comme vous pouvez vous imaginer, parce que on réserve l'oxygène aux muscles, pas à la voix, mais il nous arrive même de chanter par moments de joie et de bonheur. 280 skieurs à l'assaut des cimes, comme autant d'hommes et de femmes prêts à repousser leurs limites. Pourtant, sur les sommets du Beaufort, on ne cherche pas les records, juste le sentiment de vivre pour quelques heures une aventure hors du commun. Tous les ans, je me dis, mon petit vieux, c'est tellement chouette, il faut que tu le fasses encore cette année. Alors, comme je vais encore la faire l'année prochaine, je vais en faire gaffe à pas trop boire des canons, un petit peu, mais pas trop, à m'entraîner régulièrement et ainsi de suite. Sur le toit du Grand Mont, c'est une ambiance qui ressemble, à s'y méprendre, à celle du Tour de France. À cette différence près que pour arriver là, les spectateurs ont dû partager l'exploit des sportifs. Ouais, on est parti avec le premier télésiège, donc à 4h30. Ouais. Et après une petite montée d'1 heure, 1h15. Ce n'est pas bien bon, hein, moins bon que les concurrents. Et c'est toujours la même histoire, en famille ou entre amis, de Savoie ou d'ailleurs. C'est l'occasion d'un gigantesque pique-nique avec le Mont Blanc pour témoin. Au fil des ans, la compétition s'est peu à peu transformée en un véritable jour de fête pour les habitants de la vallée. Oh ben c'est sensationnel! C'est la fête nationale du Beaufortin! C'est la fête du ski! C'est la fête nationale! C'est la fête des gens de la montagne! Ce soir, la fête est finie. Les montagnards d'un jour ont regagné la vallée avec quelques courbatures et des souvenirs plein la tête. Le Grand Mont va retrouver le calme blanc en attendant la prochaine Pierramenta. L'arrivée de la course Paris-Nice sur la promenade des Anglais, c'est l'Allemand Andreas Klöden qui a remporté la compétition, passant devant le Français Laurent Brochard. Pour cette 8e et dernière étape, c'est le Belge Tom Steels qui s'est imposé au sprint. Formule 1 avec la victoire de Michael Schumacher qui a remporté le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Un nouveau triomphe pour Ferrari. Gilles Barré. Le Grand Prix d'Australie 2000, c'est l'histoire d'un homme vêtu de rouge vif. Comme une explosion de joie, Michael Schumacher place l'écurie Ferrari en tête de la compétition. Mais le Grand Prix d'Australie 2000, c'est aussi l'histoire d'un homme vêtu de gris et qui fait la grise mine. Mika Häkkinen, champion du monde en titre, au bord de la route, s'arrête dès le 19e tour pour cause de surchauffe du moteur. Le match tant attendu McLaren-Ferrari n'a pas eu lieu. Häkkinen n'est pas le seul à être déçu. 12 pilotes abandonnent aussi, dont Eddie Irvine, vainqueur à Melbourne l'année dernière. Déception également chez Prost Peugeot. Jean Alesi, le seul Français en lice, abandonne. Et son coéquipier Nick Heidfeld termine 9e. Alain Prost ne s'en satisfait pas. Ainsi, loin de cette hécatombe, la fin de la course est-elle monopolisée par les Ferrari qui dominent solidement. Schumacher et son coéquipier Barrichello s'amusent même de ce triomphe en se doublant mutuellement. L'Allemand signe aujourd'hui sa 36e victoire en 129 Grands Prix. Le podium accueille donc un doublé, Ferrari, et un duo. Ralf, le petit frère de Michael Schumacher, termine 3e.
Le Grand Prix d'Australie 2000, c'est donc une histoire de famille, une écurie italienne et une famille allemande à qui tout réussit. Les 15e victoires de la musique, hier soir en direct sur notre chaîne. Une cérémonie qui a récompensé la nouvelle génération, comme Mathieu Chédid, le groupe Zebda ou encore les rappeurs 113. Le regard de Michel Monpontet et Christian Gallet dans la salle et dans les coulisses. C'est une grande victoire. Les victoires, il y en a qui y viennent parce que ça les fait rêver, d'autres simplement pour la brosse à reluire. Il y en a qui viennent pour prendre leur pied ou pour renouer des amitiés. De la rue, comment ça va? La forme? Impeccable. Il y en a qui viennent pour passer le temps, simplement. Je suis en train de jouer au backgammon. Ouais. Mais quelles que soient les raisons, tout est bon pour faire une cover, Coco, et pour prouver qu'on n'est pas une artiste bidon. Et puis le samedi soir, comme de toute façon il n'y a rien à la télé, autant y aller. Puisqu'on ne le reverra pas de toute la soirée, commençons par lui, Obispo. Philosophe, aimer quand même les victoires de la musique, ça commence à être dur pour lui. L'important c'est d'aimer, pour se donner, l'important c'est d'y croire. Et puisque l'important c'est d'y croire, notre caméraman se lançait dans une enquête brûlante de vérité. Alors que dans la salle retentissait le premier coup de canon. Le groupe de l'année est Zebda. Les Toulousains. Un accordéon bien gaulois, plus la tchatch maghrebo-toulousine. Je reçois la tête de cime. 2 victoires, carton plein, c'est juré. Immédiatement dans les coulisses, Zebda voyait pousser autour d'eux une forêt de micros. Mais leur militantisme ne semble pas soluble dans le champagne. On estime que c'est la vie entière qui doit être engagée dans un combat, parce que l'injustice est là. Donc qu'on soit architecte, chanteur, maçon, on se doit d'être engagé dans la bataille de la vie. Même origine, même vitalité. Je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. 113, meilleur groupe de rap, et le Zénith se transforme en cours d'immeuble de cité. Dans les coulisses, tous les enfants de banlieue avaient bien lieu d'être top, hyper, méga cool. On aura quelque chose de nouveau, quoi. Mais revenu du diable Vauvert, enfin un fils à papa pour métisser ce palmarès. Non, je blague. Avec ce talent, on va finir par oublier son père. Et les mauvaises langues diront... Et Obispo, Claire, Souchon, Cabrel, le jury hier soir leur a dit M. Cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans de Personne n'est parfait ou parfaite avec Robert De Niro, une tragicomédie où 2 personnages que tout oppose, l'un handicapé, ancien soldat d'élite, l'autre artiste travesti, vont tenter de vivre et d'exister sans concession. Nicole Cornu-Langlois. 2 êtres que tout éloigne. Ils sont le jour et la nuit, le feu et la glace. Walt est un ancien soldat des troupes d'élite, médaille du mérite, conservateur et fier de l'être, macho passionné de tango. L'autre, Rusty, est un artiste travesti, une drag queen comme on dit, excentrique mais chaleureuse et spontanée. Tous les opposent, mais ils sont voisins dans un immeuble décadent. Il faut bien qu'ils se rencontrent, même s'ils se haïssent. J'ai voulu faire un film sur la compassion parce que je trouve que c'est la qualité humaine la plus importante. J'espère que les gens capteront un peu de cela. Une nuit, tout bascule. Walt, victime d'une crise cardiaque en poursuivant un criminel, devient hémiplégique. Rusty a besoin d'argent pour changer de sexe. Il va lui réapprendre à vivre, à chanter, à vivre. Bienvenue au pays des folles. J'ai pensé que nous pourrions commencer par les gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Entre l'auteur, réalisateur et son interprète, il a fallu une grande complicité pour obtenir cette performance d'acteur. J'ai dû changer mon corps, mon comportement, ma gestuelle et ma voix. Mais surtout ne faire qu'un avec mes émotions profondes. Si certains moments sont un peu scabreux, le propos sur la tolérance est émouvant et la confrontation entre les 2 acteurs est impressionnante. Avec ce rôle, Robert De Niro arrive encore à nous surprendre.
Un temps estival un peu partout en France. Le thermomètre joue les records, comme à Montpellier où il faisait jeudi dernier 29 degrés, un temps de mois de juin. À la Grande Motte aujourd'hui, on se pressait sur les plages, même si le vent s'est mis de la partie. Véronique Gallienne, Denis Pardano. Quand la température de l'eau flirte à peine avec les nombres à 2 chiffres, même sous le soleil, les baigneurs sont fraîchement motivés. Le premier contact est rude, mais avec un peu d'audace, la présence de la caméra peut aider à se jeter à l'eau. Combien de degrés? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. 10 ou 11? 11. Ouais. Vous avez amené les maillots? Non, quand même pas, non. On va pas tenter. C'est encore trop frais. Il a fait jusqu'à 29 degrés sur le sable il y a 3 jours, un vrai temps de juin au mois de mars, mais aujourd'hui le vent a balayé les maillots pour faire place à d'autres plaisirs plus abrités. On est resté là toute l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'au bord de l'eau il doit faire quand même un petit peu plus froid, je pense. C'est vrai qu'il y a un petit vent, mais enfin c'est agréable quand même pour la saison. Il y a pire, c'est sûr, pour un dimanche, il y a le retour au travail du lundi. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Le mea culpa de Jean-Paul II en la basilique Saint-Pierre de Rome, fait sans précédent. Le Saint-Père demande pardon au monde pour les fautes commises par l'Église durant les 2000 ans de christianisme. Après les agressions en série à la SNCF, trafic perturbé ou paralysé, mouvement de grève reconduit à Clermont-Ferrand, ça roule à nouveau à la gare Saint-Lazare. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50 votre film Chute libre avec Michael Douglas, minuit le dernier journal, Laurence Ostodazza. Demain 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra José Rossi, président de l'Assemblée territoriale de Corse. À 13h, vous retrouverez le journal de Carole Gessler. À 20h, Claude Sérian. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.